Ici rime. Si tu m'entends, c'est que tu as franchi la frontière, celle où la raison s'éteint et où les murmures commencent. Bienvenue dans les murmures de rime. La maison hantée d'Amityville. Sur la côte est des États-Unis, dans la petite ville tranquille d'Amityville, se dresse une maison que l'on croit connaître. Une façade blanche, deux fenêtres en forme d'yeux, un jardin calme, des arbres anciens. Rien, à première vue, ne trahit la terreur. Pourtant, depuis près d'un demi-siècle, cette demeure est devenue l'une des plus sombres légendes d'Amérique. Un lieu où la frontière entre le réel et l'invisible semble s'être effacée. Nous sommes en novembre 1974. La nuit tombe sur Ocean Avenue, dans la maison du numéro 112. Le silence n'est brisé que par le clapotis de la pluie sur le toit. Peu avant 3 heures du matin, 6 coups de feu retentissent. À l'intérieur, 6 membres de la famille DeFeo sont retrouvés morts, abattus dans leur lit, sans un cri, sans une lutte. Le fils aîné, Ronald DeFeo Jr., avoue. Il dit avoir été poussé par une voix qui lui murmurait nuit après nuit. Fais-le. Personne ne comprend comment toute la maison a pu rester silencieuse. Les voisins n'ont rien entendu. Pas un tir, pas un hurlement, rien. Un an plus tard, George et Kathy Lutz achètent la maison. Le prix est attractif, trop attractif. Ils emménagent avec leurs 3 enfants, pleins d'espoir, ignorants ou feignant d'ignorer la tragédie qui s'y est jouée. Dès la première nuit, le malaise s'installe. Un froid étrange s'infiltre dans les couloirs, même quand la cheminée brûle à plein feu. Des portes claquent seules, des pas résonnent à l'étage. Le chien aboie vers le vide, et les murs, parfois, semblent respirer. Georges se réveille chaque nuit à la même heure, 3h15, l'heure du massacre. Les jours passent, Georges devient nerveux, obsédé, distant. Il passe des heures devant le feu, fixant les flammes comme s'il y lisait quelque chose. Cathy, elle, commence à rêver. Des cauchemars de sang, des figures noires, des prières murmurées dans une langue qu'elle ne comprend pas. Une odeur nauséabonde remplit la maison, puis disparaît sans raison. La croix suspendue au mur se retourne d'elle-même. Dans une pièce du sous-sol, les enfants découvrent une petite porte dissimulée derrière une étagère. Une cavité sombre, sans fenêtre, où le plâtre est taché de rouge. Georges l'appelle la pièce rouge. Personne n'ose y rester plus d'1 minute. Un prêtre, un ami de la famille, accepte de venir bénir la maison. Il entre, asperge les murs d'eau bénite, mais avant même d'atteindre l'étage, il s'arrête net. Une voix grave et pleine de colère lui souffle à l'oreille. « Sors d'ici !» L'homme quitte la maison précipitamment. Sur la route du retour, il tombe malade. Et quand il tente de rappeler Georges, le téléphone grésille, puis s'éteint. Les nuits deviennent plus lourdes. Les enfants parlent d'un ami imaginaire, une entité qu'ils appellent Jody, mi-humaine, mi-animale, aux yeux rouges, brillant dans l'obscurité. Cathy se réveille un matin avec des marques sur le corps, comme des griffures. Georges entend un bourdonnement en continu, comme si quelque chose rampait sous la maison. Chaque jour, la famille s'enfonce un peu plus dans la peur. Leurs reflets dans les vitres semblent les observer. Et même la lumière du jour paraît différente, plus terne, plus épaisse.
Le 28e jour, tout bascule. Cette nuit-là, des cris résonnent dans la maison. Des voix venues du sol, des ombres se déplacent sur les murs. Les luttes s'enfuient au petit matin, laissant tout derrière eux, meubles, photos, vêtements, et un silence qui semble les suivre jusqu'au dehors. Ils ne reviendront jamais. Quand les enquêteurs reviennent, ils trouvent les lieux en ordre, comme si rien ne s'était passé. Aucune trace visible, aucun signe tangible. Mais ceux qui y entrent parlent d'un malaise profond, d'une atmosphère lourde, poisseuse, d'un froid sans origine. Des experts du paranormal y installent des caméras et des micros. Sur certaines bandes, on distingue des gémissements, des rires d'enfants et, à 3h15, une voix d'homme qui murmure le prénom de Georges. Les sceptiques parlent d'un canular. Les croyants, eux, d'une malédiction. La maison est revendue, repeinte, rénovée, mais malgré les travaux, personne n'y reste bien longtemps. Certains disent que les fondations sont construites sur une terre ancienne, lieu de rites oubliés, où les morts n'ont jamais cessé de parler. D'autres affirment que ce n'est pas la maison, mais ce qu'elle a vu, qui continue de vivre. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle sur Ocean Avenue, certains promeneurs jurent entendre un écho, à peine audible, qui traverse la nuit. Un murmure, une plainte, un souvenir. Peut-être celui d'un fils devenu monstre, peut-être celui d'une maison qui se souvient trop bien. Et si l'on s'approche de trop près, il paraît que les fenêtres, ces deux grands yeux vides, semblent vous suivre du regard, comme si, dans cette maison, quelqu'un ou quelque chose attendait encore. Ici rime, le souffle s'éteint, la voix retombe. Mais quelque part, un autre murmure s'éveille déjà. On se retrouve très bientôt dans les murmures de rime.